Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne et aujourd'hui nous allons parler d'un des aspects les moins reluisants du conflit, même si globalement assez peu d'aspects le sont dans cette horrible guerre. Ce sont les exactions, les sévices, les persécutions dont ont été victimes les populations civiles dans cette guerre. En effet, dans les deux camps, on a commis pas mal de crimes envers les populations civiles, envers les non-combattants, souvent nourris par la peur, la paranoïa d'avoir un ennemi intérieur qui était menaçant et qu'il fallait éliminer à tout prix. Et ça va conduire donc à de nombreuses violences, de nombreux crimes, pour lesquels il est assez difficile de savoir vraiment quel est le bilan, comment ils se sont déroulés, parce que ces actions ont fait l'objet de propagande. Dans chaque camp, évidemment, on cherchait à présenter l'autre comme horrible, comme monstrueux, afin de mobiliser ses troupes, de démobiliser l'adversaire, et aussi de s'adresser aux opinions internationales pour obtenir des soutiens ou en faire perdre à l'ennemi. Notamment, c'était pour avoir la position à la fois donc, de la France et de l'Angleterre, un peu des États-Unis, et au niveau du recrutement des volontaires internationaux. Évidemment, si le camp nationaliste était présenté comme le mal absolu, c'était plus facile d'avoir des volontaires qui s'engagent pour nous aider, et c'était une manière aussi de pousser les démocraties à nous appuyer plus ou moins, alors que du côté nationaliste, en salissant l'image des républicains, on empêchait les démocraties, enfin entre autres, il y a plusieurs éléments qui ont joué, ça je l'ai évoqué dans une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir, mais on contribue à limiter l'aide de ces démocraties envers la République. Nous allons commencer par ce qui s'est passé dans le camp nationaliste, où il y a eu le plus de morts, le plus de victimes, notamment parce que les nationalistes n'ont quasiment, en tout cas, pas cherché à limiter ces crimes qui ont touché tout ce qui était responsable, militants, de gauche, syndicalistes, républicains, avec la bénédiction des autorités putschistes, celles-ci n'agissant pour les limiter que occasionnellement lorsque elles avaient trop peur des réactions internationales. Il est difficile de dresser un bilan complet, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que entre les exécutions, les jugements expéditifs et les assassinats plus individuels, on a plusieurs formes de mise à mort qui, à chaque fois, laissent rarement des traces écrites. Et donc, c'est compliqué de retracer ce qui a été fait exactement. Il faut retrouver les victimes, lister les disparus. On ne peut faire que des estimations. Les chiffres les plus bas estiment à 150 000 le nombre de victimes des franquistes durant la guerre d'Espagne. En tout cas, dans les victimes civiles. Après, il faut rajouter les victimes des combats. On a à peu près 50 000 durant les 6 premiers mois, 100 000 du coup durant les 2 années, plus de 2 ans suivants du conflit. Donc on voit quand même que ça s'est réduit. C'est resté très, très important le nombre de victimes, mais globalement, on a à peu près 2 fois moins de victimes par mois, d'après cette estimation-là. On a l'historien Anthony Bivor qui lui estime à 200 000 le nombre de victimes, et d'autres estimations montent à 400 000 victimes de la répression nationaliste, mais ces chiffres-là prennent souvent en compte des victimes qui ont eu lieu après la guerre d'Espagne, qui sont quand même des victimes des exactions nationalistes, mais pas dans le même laps de temps, et en plus souvent issues de sources quand même pro-républicaines et donc assez orientées, pouvant du coup facilement être tentés de grossir les chiffres pour salir le camp nationaliste. Et ça fait partie du coup de la difficulté d'essayer de tirer le vrai du faux de toute cette propagande. Pour faire une comparaison, côté républicain, les estimations vont entre 40 000 et 75 000 victimes civiles des exactions républicaines. Donc, on peut estimer qu'il y a eu entre 2 et 3 fois plus de victimes des crimes nationalistes. Donc on a des civils qui sont victimes de massacres par l'armée nationaliste lorsque celle-ci prend de nouveaux territoires. On a des troupes qui assassinent, qui violent, qui persécutent les civils, avec la bénédiction des généraux, parce qu'il y a plusieurs citations de ceux-ci qui montrent qu'ils ont totalement appuyé et encouragé ces violences. Ainsi, on a, même en 1936, avant le début du coup d'État, mais lorsqu'il est en préparation, on a Mola, un des principaux dirigeants du coup d'État, qui déclare « On tiendra en compte le fait que l'action doit être d'une violence extrême afin de réduire au plus vite l'ennemi qui est fort et bien organisé. Tous les dirigeants des partis politiques, sociétés et syndicats non affiliés au mouvement seront bien sûr emprisonnés. Des châtiments exemplaires seront appliqués aux 10 individus afin d'étrangler les mouvements de rébellion ou de grève. » Il déclara ensuite le 19 juillet, au tout début du coup d'État nationaliste, « Il est nécessaire de propager un climat de terreur, quiconque est ouvertement ou secrètement un partisan du Front populaire doit être fusillé. » On peut également citer une citation de Franco, le 30 juillet, qui affirme à un journaliste du New Chronicle qu'il est prêt, s'il faut, à fusiller la moitié de l'Espagne. Le 18 août, Queipo Delano, un autre général putschiste, qui déclare « 80% des familles andalouses sont en deuil et nous n'hésiterons pas à recourir à des mesures plus rigoureuses ». Donc on voit clairement pour eux c'est une stratégie établie
la répression et la terreur est leur objectif et leur stratégie. Ça rentre dans leur projet de redressement de l'Espagne. Tout ce qui était de gauche à leurs yeux est une gangrène qui doit être éliminée, comme on ampute un membre gangréné pour éviter qu'elle se répande. À leurs yeux, c'est ça la situation. Il faut éliminer la vermine rouge. De plus, à leurs yeux, le gouvernement, leur gouvernement à eux, est le gouvernement légitime, et les rebelles, c'est les autres. Donc ça légitime encore plus l'usage de la violence envers eux. Et donc, tous ces discours, toute cette ambiance encouragent les troupes nationalistes à se montrer particulièrement violentes et brutales envers les populations assimilés du coup aux républicains et aux rouges. Et c'est aussi encouragé par le fait qu'ils doivent souvent gouverner des régions contre l'avis de la population, et donc ça les oblige à user de la terreur pour empêcher des soulèvements de cette population. Au niveau de la répression, on a également tout ce qui est épuration de l'administration, de l'enseignement. De nombreux enseignants du coup sont révoqués, emprisonnés et souvent exécutés. Globalement, l'enseignant c'est vu comme un agent de la République et des rouges, et c'est un peu le pendant du clergé, mais pour les nationalistes. Parce que du coup, dans les territoires républicains, il y aura de nombreuses exactions envers le clergé, mais dont nous allons parler dans la suite de la vidéo, dans une partie dédiée à ce sujet. On a également donc les élus de gauche et globalement tout élu républicain qui est déchu, plusieurs sont exécutés. On a 34 parlementaires qui sont exécutés par les nationalistes, et ces différents crimes ne concernent pas que les révolutionnaires, des républicains modérés, tout à fait partisans du capitalisme libéral, bourgeois, juste républicains, sont exécutés. Aucune opposition n'est ainsi tolérée, et même la neutralité est dangereuse. Et par exemple, des militaires qui ne se sont pas opposés au coup d'État, mais juste ne l'ont pas soutenu, ils étaient réticents à rallier une opération pour eux qui était un putsch militaire, vont être victimes aussi de cette répression. Certains, du coup, sont déchus, arrêtés, et il y a des exécutions. On a ainsi 6 généraux et un amiral qui sont exécutés, et plusieurs officiers. Et globalement, cette répression s'abat dans tous les territoires conquis par les nationalistes, quelle qu'ait été l'attitude des républicains dans ces territoires. Parce qu'on pourrait dire, bon, là où les républicains ont commis des exactions particulièrement envers les populations et envers les partisans nationalistes, c'est une sorte de vengeance, c'est pas cool, mais ça se comprend. Sauf que même là où il n'y a eu pas d'exaction, notamment dans le Pays Basque, où le Pays Basque a soutenu la République, mais en maintenant un gouvernement bourgeois et avec un maintien de l'ordre, ben là aussi il y aura de terribles exactions, de terribles massacres, parce que voilà, les crimes républicains ne sont qu'un prétexte pour la violence nationaliste et pas la véritable cause et explication de cette violence. On a également tout ce qui est usage de la torture envers les militants de gauche avant leur exécution, plusieurs sévices pour les humilier, de leur vivant ou après leur mort, des maris exécutés devant leurs femmes, des femmes elles aussi malheureusement victimes des sévices que vous pouvez imaginer. Au niveau des victimes aussi de ces crimes, on a également tout ce qui était les juifs, les francs-maçons, les homosexuels, les intellectuels, toute catégorie de population qui n'appartiennent pas à ce qu'est l'Espagne aux yeux des nationalistes, à la vraie Espagne, entre guillemets, ces corps étrangers, décadents et rebelles envers du coup la société espagnole, et qui sont soupçonnés d'être en masse des partisans de la République espagnole. On a également la mise en place d'une police secrète ainsi que des tribunaux militaires qui sont censés être une alternative aux exécutions sommaires, mais dans les faits, ces tribunaux rendent une justice expéditive, sans droit à la défense, et donc avec de nombreuses exécutions sommaires. On a également tout ce qui est partisan du régionalisme, de l'indépendance, tout simplement des défenseurs de la culture basque notamment, puis après ça va être le cas en Catalogne, qui vont être victimes de massacres, des exécutions, dont de nombreux membres du clergé qui sont exécutés, parfois exécutés sans même les laisser se confesser alors que c'est des clercs. Et là, on a l'Église ne dit rien, l'Église espagnole ne fait rien, laisse faire, soutient même. Alors, on a au niveau international des partisans, des membres de l'Église qui protestent, le pape proteste. Donc là, c'est quand même un moment où il y a une dissension entre l'Église et Franco au niveau international. Mais en Espagne, le gros de l'Église soutient. Et pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir la vidéo sur la guerre d'Espagne dans le Pays Basque. Je vous mettrai le lien en fiche pour que vous puissiez aller la regarder. On a également des massacres lors des différentes opérations militaires. Ainsi, à Badajoz, le 13 et 14 août 1936, on a 2200 personnes qui sont exécutées. Selon Yagué, qui est du coup un des responsables, un des militaires, un officier du camp putschiste et qui est responsable de ces massacres, lui, il estime à 4000 le nombre de personnes tuées dans la ville durant cette opération, et le nombre de victimes dans la province, en total, est estimé entre 6000 et 12 000 personnes. En Navarre, on a 7000 du coup exécutions, dont de nombreux prêtres catholiques,
qui là aussi n'auront souvent pas le temps de se confesser avant leur mise à mort. À Malaga, où les républicains avaient en effet commis des crimes et des exécutions, on a à peu près donc 1000 personnes qui ont été victimes des républicains entre juillet 36 et février 37. Lors de la première semaine de prise de contrôle de la ville par les nationalistes, entre le 8 et le 14 février 1937, on a 3500 victimes. Mais côté républicain, comme je vous l'ai dit, tout n'est pas rose. Il y a des crimes qui sont commis. Par contre, une différence majeure, c'est que ces crimes sont souvent issus de la base et que les autorités vont chercher à les limiter et les contrôler. C'est beaucoup des crimes commis par peur. Une paranoïa s'installe dans la population de l'ennemi intérieur. On a peur que la 5e colonne, revendiquée par Mola lui-même, qui lors d'une interview à la radio parle de la 5e colonne qui serait la première à prendre Madrid. Donc on a peur de des nationalistes qui seraient infiltrés et qui existent, qui agissent aussi pour soutenir les nationalistes. Et on a peur que si les putschistes gagnent et s'emparent des villes où on habite, mais qu'on subisse les répressions. Et en effet, on le voit, les nationalistes font subir de terribles répressions aux populations républicaines ou considérées comme telles lorsqu'elles s'emparent des villes républicaines. Donc c'est tuer ou être tué. Il faut à tout prix éviter que l'ennemi intérieur nous fasse perdre. Dans ce contexte-là, toute personne qui sera considérée comme pouvant appartenir au camp nationaliste sera victime de ces exactions, de massacres spontanés. Donc ça va toucher les militants de droite, ça va toucher aussi les classes sociales affiliées au camp nationaliste, en tout cas considérées comme affiliées au camp nationaliste, la bourgeoisie et le clergé notamment. Parmi les personnes qui vont subir la répression aussi durant cette période, dans le camp républicain, il y aura beaucoup d'Allemands et d'Italiens qui seront associés du coup à ces deux pays qui soutiennent les franquistes, les putschistes. Donc à moins que ces Italiens et les Allemands soient connus comme étant des réfugiés politiques ayant fui les régimes de ces deux pays, ils feront souvent l'objet de persécutions. On a des prisonniers aussi qui sont sortis de leur prison pour être exécutés. C'est le cas par exemple à Malaga suite à un bombardement nationaliste sur le marché qui tue de nombreux civils. On a en réaction des civils qui s'emparent des prisons et exécutent sommairement des prisonniers. C'est une réaction spontanée de peur. Et ça se produit dans plusieurs prisons du pays. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi durant la Révolution française, où on peut observer des phénomènes comparables de paranoïa, où on craint que les partisans contre-révolutionnaires emprisonnés agissent contre la République. Donc on rentre dans les prisons, il y a le massacre de septembre du coup pendant la Révolution française, et les prisonniers sont massacrés sans l'aval et sans l'autorisation des autorités, mais qui n'ont pas les capacités et les moyens de s'y opposer. Donc on retrouve des phénomènes comparables. Au niveau du clergé du coup, on a 6832 victimes qui ont été recensées. Comparé au nombre total de victimes de cette guerre d'Espagne, c'est assez peu. Mais comparativement au nombre de clercs, c'est important, c'est indéniable. Il y a eu des massacres importants au sein du clergé. Dans certains lieux, c'était systématique. Tout membre du clergé était exécuté. À d'autres endroits, ce n'était pas le cas. D'autres endroits, globalement, si le prêtre s'était montré assez proche, conciliant avec les ouvriers durant les années précédentes, il n'y aura pas de tels massacres. De même, là où le patron se montrait traitait bien ses ouvriers, il sera souvent épargné. Là où au contraire, on avait des patrons qui embauchaient des tueurs pour assassiner les militants ouvriers, c'était une pratique courante à cette époque, oui, ces patrons-là souvent finissaient mal dans les zones républicaines. Il y avait une vengeance, et de même les tueurs en question finissaient mal. Parce qu'on ne peut pas aussi enlever tout l'aspect de vengeance. Alors il y a des vengeances personnelles qui s'exercent aussi à l'occasion de ces différentes violences dans les deux camps, et soit sur des affaires personnelles, mais également sur des affaires politiques. Je rappelle, je l'ai expliqué dans la première vidéo de cette série, l'Espagne depuis un siècle était traversée de terribles conflits. On avait eu des guerres civiles, on avait eu des tentatives de putsch, on avait eu des affrontements violents entre mouvements ouvriers et mouvements patronaux. On était donc dans un pays où la violence politique était quelque chose de courant et de fréquent, qui s'était manifesté fréquemment dans les années précédentes, et donc il y avait eu de la colère et de la violence qui s'accumulaient, de la rancœur, et donc ça explique aussi de nombreuses violences de vengeance à cette occasion. À cela, il faut ajouter des violences de prisonniers de droit commun qui ont profité de ce chaos pour s'échapper et qui commettent des crimes en profitant du coup de l'excuse de la guerre civile pour justifier leurs actions. Par contre, toute cette violence va être combattue par les autorités du côté républicain. C'est là la grande différence avec le côté nationaliste. Très rapidement, on a les partis, les syndicats et le gouvernement qui cherchent à agir. On a des responsables anarchistes et la presse anarchiste qui dénoncent ces violences, qui condamnent les crimes inutiles, qui condamnent également les vengeances personnelles, et plusieurs coupables de ces crimes vont être jugés
arrêtés, emprisonnés, parfois exécutés pour des meurtres envers des nationalistes ou des personnes jugées comme proches des nationalistes. On a également le ministre de la Justice, Juan García Olivier, qui est donc lui-même un anarcho-syndicaliste, qui met fin aux excès de la justice populaire en mettant en place du coup des tribunaux qui vont juger à la place des tribunaux populaires les accusés, en cherchant à respecter les droits de la défense. Alors, ça n'était pas parfait. Dans les faits, les droits de la défense n'ont pas toujours été respectés. Souvent, il y avait des jugements qui devaient être rendus rapidement. Donc on a eu une justice expéditive, malheureusement. Mais on a quand même eu une volonté de tenter au maximum de mettre en place une vraie justice respectueuse des droits de l'accusé. Ça n'a pas marché autant que ça aurait dû, mais la volonté était là. Et au niveau de la répression, il faut aussi citer la répression interne au camp républicain, notamment la répression dont seront victimes les anarchistes et les communistes du POUM de la part des staliniens, qui seront vus comme des rivaux politiques et qui seront éliminés. Et là, c'est aussi un aspect important, mais que j'évoque dans ma vidéo sur les divisions du camp républicain durant la guerre d'Espagne, qui est la dernière vidéo que j'avais faite avant celle-ci. Du coup, pour conclure, même si c'est indéniable que dans les deux camps, il y a eu des violences terribles, ce qui est difficilement évitable dans une guerre civile, déjà la guerre c'est quelque chose de violent, la guerre civile, c'est quelque chose de violent, mais qui va toucher les civils. Et dans laquelle l'ennemi est présent au même... Enfin, les ennemis sont mélangés. Dans une guerre classique, entre deux pays, on a une frontière, une ligne de front. On a un ennemi qui est l'armée et les habitants de notre pays, contre nous, notre armée et nous, habitants de ce pays. Dans une guerre civile, on a deux armées, on peut avoir des zones contrôlées par chaque camp, mais au niveau des populations, c'est mélangé. L'ennemi est donc à côté, et on imagine l'ennemi partout, et très facilement, et de manière inévitable, on a des exactions et des crimes qui sont commis. Mais, ça a été pire du côté nationaliste. Alors, oui, le nombre de victimes plus élevé peut s'expliquer aussi en partie par le fait qu'ils ont gagné et qu'ils ont pu plus facilement exercer leurs exactions sur le territoire de l'ensemble de l'Espagne, et que si les républicains avaient gagné, ils auraient fait plus de victimes que ce qu'ils ont fait. Mais, la différence majeure, je l'ai dit, c'est la volonté du côté républicain de la contrôler. Et elle a été... il y a eu des victimes surtout au début, mais rapidement ça a diminué. Et donc, c'est indéniable que si les républicains avaient gagné, il n'y aurait pas eu de crimes aussi sordides et aussi massifs, enfin s'il y aurait eu des crimes aussi sordides, mais moins en nombre, moins massifs que ce qu'il y a eu avec la victoire nationaliste. Ce qui ne signifie pas que ces crimes commis par des républicains et des partisans républicains sont pardonnables, aucunement, ils sont tout à fait condamnables. Je ne cherche absolument pas à pardonner les crimes républicains. Par contre, on ne peut pas occulter que ça a été une vraie volonté du côté nationaliste de faire ces crimes, de faire ces horreurs. Et on ne peut pas mettre sur le même pied des crimes spontanés que des dirigeants cherchent à contrôler, et de l'autre côté, des crimes encouragés par les dirigeants. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, partager cette vidéo, à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.